Bien, merci à Laurent Morel de nous faire l'amitié de venir aujourd'hui. Bon, je pense que Laurent Morel n'a pas besoin d'être présenté, mais on va quand même sacrifier au rituel. Donc, Laurent Morel est directeur d'études à l'EPHE. À propos des pratiques médiévales de l'écrit documentaire, il est bien connu pour ses travaux sur les cartulaires et il a d'ailleurs un article à paraître prochainement, un gros article sur ordonner et inclure les cartulaires témoins et acteurs de mise en ordre dans les actes d'un colloque qui a eu lieu à Francfort en 2015. Laurent Morel participe également à l'entreprise éditoriale de la Gallia Pontificia. Il s'intéresse de très près à la notion d'original, aussi bien s'agissant de la manière dont le conçoivent les historiens que la façon dont se le représentent les médiévaux, avec là encore 2 articles à paraître prochainement. L'un dans l'annuaire bulletin de la Société d'histoire de France sur le goût de l'archive et la sensibilité à l'acte original au premier Moyen-Âge, et puis l'original comme catégorie diplomatique à propos de la base nancéenne des chartes originales antérieures à 1121, qui devrait paraître dans les Annales de l'Est. Laurent est également membre du programme Papyri médiévaux des archives nationales et j'imagine que c'est aussi en lien avec ce programme qui s'est intéressé à un papyrus sur l'acte de Jean XV en 995 pour Saint-Bénigne de Dijon, qui là encore doit faire l'objet d'une publication prochaine. Et puis, on le sait tous, Laurent s'intéresse à l'histoire de la diplomatique. Et je crois donc que c'est au croisement de ces 2 intérêts pour les papyri et de l'histoire de la diplomatique qu'il va aujourd'hui nous parler de Mabillon et donc de ces papyrus ou papyri, je ne sais pas trop, papyri. Les papyrologues préfèrent qu'on parle de papyrus. Bon, donc les papyrus. Suivons les papyrologues. Donc, les papyrus travaillés par Mabillon. Laurent, c'est à toi. Voilà. Écoutez, donc j'ai donné un titre un petit peu obscur peut-être. Je m'en suis aperçu après coup. Mais enfin, toutes les choses vont s'éclairer petit à petit. Entre 1681 et 1703, le moine mauriste Jean Mabillon, donc 1632-1707, a publié un bon nombre de papyrus, surtout mérovingiens, du Chartrier de Saint-Denis, des papyrus qui étaient alors inconnus, jusqu'alors inconnus. Ces nouveaux actes, jugés vrais, à raison par Mabillon, confortaient la validité de la méthode critique exposée par le savant dans le De Re Diplomatica, paru en 1681. Ces découvertes ont cependant suscité une polémique lancée en 1703 par le jésuite Barthélemy Germont contre le De Re Diplomatica. Mabillon y ripostant en 1704 par la publication d'un supplementum au De Re Diplomatica, s'ensuivirent de nouvelles ripostes et contre-ripostes, toute une abondante littérature, certes souvent répétitive et fastidieuse, mais qui a la vertu de cristalliser les positions épistémologiques et de montrer les enjeux de cette querelle. Alors, l'historiographie a traité avec soin des dimensions épistémologiques de la querelle, plus légèrement de l'argumentation précise développée par les protagonistes à l'endroit de tel ou tel acte, et encore moins, peut-être, les conditions matérielles de ces redécouvertes archivistiques. Sur celle-ci, pourtant, Mabillon a finalement, mais laconiquement rompu le silence, invitant par là même l'historien d'aujourd'hui à se poser de nouvelles questions concernant l'attitude de Mabillon à l'égard d'autres chartes médiévales dionysiennes dont il avait connaissance. Ce sont ces aspects concrets que je voudrais regarder avec vous. D'abord, en retraçant les contours de la querelle de la diplomatique, et en considérant donc l'argumentation de Barthélemy Germont, l'opposant, l'adversaire, c'est une première partie, une querelle qui place le Chartrier de Saint-Denis au cœur des attaques de Germont et oblige Mabillon à se défendre pour se justifier, c'est une deuxième partie. Enfin, regardez parmi les documents cibles un papyrus fort célèbre, celui bien connu de 654. Ce sera plutôt la troisième partie. Alors, 2 mots encore. Premier point, je pense important, c'est de rappeler le point de départ de cette petite enquête, qui est une recherche qui avait été menée en séminaire en 2016-2017
avec d'ailleurs Sébastien Barret qui est là, une recherche sur les actes privés carolingiens, je dis bien carolingiens de Saint-Denis, du Haut Moyen-Âge, conservant un original. J'ai donné un rapport d'ailleurs qui est publié, qui est en ligne, puisque nos rapports d'activité scientifique en séminaire font l'objet de rapports parfois assez substantiels. Enfin, j'essaie de les rendre substantiels avec les résultats, et c'est en ligne dans l'annuaire de la section des sciences historiques et philologiques de l'EPHE. Et des compléments et enrichissements ont été apportés à l'occasion de la journée d'études sur les papyrus royaux mérovingiens, donc qui avait été donné aux Archives nationales en octobre 2018, dans le cadre du projet qu'a évoqué Sébastien Frey, Pat Megan, dirigé par Marie-Adéline Guillen, avec le soutien de Josène Barbier. Ces actes privés carolingiens que j'avais regardés étaient des épaves, assez souvent en mauvais état, rognées, portant trace de desquamation. Pourquoi cet état de conservation? On savait que certains de ces actes avaient servi à renforcer des actes sur papyrus et que ce faisant, ils cachaient la face écrite originelle de certains de ces supports en ne laissant visible que le verso, porteur d'un autre texte, un texte clé. Donc la question se posait pour moi, et donc des actes carolingiens aux actes mérovingiens finalement, depuis quand ces papyrus avaient-ils été repérés, découverts, dans quelles circonstances tout cela avait été fait? Alors ça, c'est le premier point, donc d'où vient un petit peu cette enquête, mais cela amène une deuxième considération beaucoup plus courte, mais qui est très nécessaire à mon sens, indispensable. Je ne suis ni moderniste, ni spécialiste de l'érudition moriste, mais comme beaucoup de nos webinaristes peut-être, je suis persuadé qu'il faut s'attacher à l'histoire de la documentation sur le temps long. Et pour bien comprendre ce que nous avons sous les yeux, il faut, disons, dénouer les fils de cette conservation souvent compliquée qui s'accompagne de redécouvertes. Parfait. Tu peux mettre la diapo suivante. Est-ce que ça marche? Voilà. Donc voilà le plan, ça sera toujours utile. Au moins il restera cela. Donc, je vais commencer par, avant le De Re Diplomatica de 1681, ce qu'il en est du contexte de cette querelle à venir de la diplomatie. Alors, il faut d'abord parler un petit peu des Bella Diplomatica qui ont sévi, surtout d'ailleurs en terre d'empire, à partir de la guerre de 30 ans. Donc, je rappelle la paix de Westphalie qui y a mis fin en 1648, mais ces Bella Diplomatica se sont, disons, développées durant cette guerre de 30 ans, sans pour autant d'ailleurs se terminer à l'issue de cette paix, mais en modifiant souvent le contexte. Un des plus célèbres Bella, c'est le très long conflit autour de Lindau, sur le Bodensee, autour du diplôme pseudo-carolingien d'un empereur Louis au bénéfice des moniales de Lindau. Dans ce conflit entre les chanoinesses héritières des moniales et la ville, les autorités urbaines, mais également l'empereur, nombreux ont été les traités à être publiés. La controverse de Lindau a duré jusque même 1700 et même un tout petit peu au-delà. Et donc, elle a donné lieu à la rédaction de pamphlets, de traités, de remarques, de mémoranda, et notamment un ouvrage, celui de Hermann Conring, C-O-N-R-I-N-G, 1606-1681, paru en 1672 et qui a été salué par le monde savant. Et Mabillon lui-même, ensuite, a été sollicité par les chanoinesses de Lindau en 1698 pour intervenir, ce qu'il a fait avec beaucoup de prudence, disons, sans vraiment, effectivement, se mouiller beaucoup. Les chanoinesses avaient adressé, pour appâter Mabillon, un nouvel ouvrage en la défense de leurs privilèges, malheureusement un privilège faux, effectivement, mais qui était un ouvrage de Maximilian Rassler, R-A-2-S-L-E-R, lui-même est né en 1645-1719. Rassler était un juriste qui avait une solide acribie et aurait pu être un grand diplomatiste s'il n'avait pas défendu en fait une cause perdue. Matthias Norma, dans un ouvrage récent, paru en 2019, sur Mabillon et les débuts de la diplomatique, a montré comment la très longue durée du Bellum de Lindau
a eu pour effet d'intégrer les progrès de l'expertise diplomatique dans les différents traités qui se sont succédés, pro et contra. Tu peux mettre un autre diapo. Je grandis. Voilà. Et quand je prends mes notes, vous ne voyez pas mes notes, vous voyez que le PDF, c'est bon? Oui, j'ai l'impression, bon. effectivement. Alors, ici, je vous ai mis quelques éléments bibliographiques sur la querelle de la diplomatique. Hein, donc, quand nous pourrons y revenir assurément. Est-ce que tu peux mettre la diapo suivante? Voilà, qui est celle des grandes œuvres que je vais un petit peu citer au fur et à mesure donc, de cette première partie. En 1775, nouvelle date importante après ce traité de Conring, qui a eu le bonheur d'ailleurs d'être salué par Mabillon, eh bien, c'est le fameux traité de Daniel von Papenbrock, donc le Propilaeum Antiquarium, Quira veri ac falsi discrimen in vetustis membranis. Alors, peut-être que ça vaut le coup de signaler que l'expression fameuse du discrimen veri ac falsi, qu'on emploie toujours disons, à destination de tous les usagers des salles de cours d'ailleurs, est toujours associée à Mabillon, alors qu'en réalité, elle est dans l'œuvre de Papenbrock, alors que l'œuvre de Mabillon, disons, ne parle pas dans son titre de ce discrimen veri ac falsi. Alors, je ne reviendrai pas sur l'origine, disons, un petit peu circonstancielle de ces livres, le séjour forcé du savant bollandiste à Luxembourg, l'intérêt que Daniel Papenbrock, donc bollandiste et hagiographe, portait pour certains diplômes de Trèves, pour Euren et pour Saint-Maximin. Ce qui est intéressant de noter, c'est surtout que Papenbrock n'est pas un diplomatiste, mais avant tout un grand savant hagiographe, et qui plus est, un esprit droit, qui saura reconnaître d'ailleurs qu'il s'est trompé lorsqu'il sera convaincu, 7 ans plus tard, disons, de certaines, disons, qu'il a fait fausse route disons, dans ses sentences, et quand il reconnaîtra tout le prix du travail de Mabillon. Alors, on peut dire que Papenbrock n'a pas eu vraiment de chance. Il avait une chance en diplomatie. Papenbrock a examiné un prétendu diplôme de Dagobert Ier, que tu peux montrer à l'écran, cher Sébastien. Là, c'est le suivant, peut-être, je crois. Est-ce que ça marche? Voilà. Voilà, un prétendu diplôme de Dagobert Ier en faveur de Euren, disons, et il l'a examiné, et il l'a examiné en le confrontant à un autre diplôme qu'il jugeait. Alors, ce diplôme de Euren, vous le voyez, il n'a rien de mérovingien, c'est une création du début du XIIe siècle, ce que l'on sait maintenant depuis longtemps. Alors, c'est un faux qui déclare, disons, comme le roi Dagobert, à la prière de sa femme, Nantide, a concédé des biens au monastère d'Euren que sa fille Hermina avait fondé dans l'enceinte de Trèves. Le roi confirme la donation faite au monastère, bien qu'elle avait reçu en alleu de son mari, Hermann, des biens qui sont ici dans le diocèse de Laon, en Lannoy, Auguste de Laon, plus exactement, je crois. Et l'acte porte souscription du roi, monogramme, sceau impressionnant, et encore, là, ce n'est qu'une des versions de ce faux. Et les éléments chronologiques sont assez nombreux, millésimes, indications, jour du mois, et qui donnent une date, donc sur laquelle je ne reviens pas, une date de 646. Papenbrock met au jour les contradictions dans les indications chronologiques. Il montre aussi des analogies formelles avec des productions impériales du XIe siècle. Il a tout à fait raison d'ailleurs. Donc des actes, des diplômes des rois de Germanie Henri III et Henri IV. Il choisit de comparer le diplôme avec des pièces qu'il juge authentiques. Et la pierre de touche, disons, à ses yeux, c'est un diplôme de Dagobert pour Saint-Maximin de Trèves que tu vas me montrer, Sébastien. Voilà, c'est la suivante. Voilà.
Un diplôme, donc, qui est lui-même un faux, comme vous vous en doutez en le voyant, peut-être, enfin, ce n'est pas sûr, mais qui était tout de même d'une écriture qui pouvait donner le change de manière beaucoup plus, disons, je dirais, convaincante. Ce diplôme est tout de même un faux, et comme le montrera donc notre bon Mabillon 7 ans plus tard dans le Déré diplomatique. Alors, le problème, c'est que, comme vous le voyez, Papenbrock juge à raison un diplôme faux à partir d'un diplôme faux qu'il considère vrai. Mais il va au-delà. Papenbrock étend son examen à toute une série d'actes de l'époque mérovingienne et carolingienne, et son jugement est finalement bon, même si ses arguments sont mauvais. Mais cela étant, il juge faux des actes vrais, et notamment celui de Clovis II pour Saint-Denis de 654, et un autre, un privilège pour Saint-Martin-de-Tours de l'évêque Adéodat, que l'on considère comme, disons, bon. Mais enfin, ce qui est important, c'est surtout qu'il a finalement, disons, jeté le discrédit sur Saint-Denis et ses productions. Où sont les erreurs de Papenbrock? Il est dans des idées préconçues. Il nie par exemple que le papyrus ait été employé pour écrire des diplômes après qu'on lui fait usage du parchemin. Il a des inductions fâcheuses parce qu'il produit, disons, des critères à partir d'un acte faux, ce qui est plutôt gênant. Alors, ces règles fonctionnent pour beaucoup de pièces sous examen, mais en viennent à écraser des actes vrais de Saint-Denis, tout simplement parce qu'ils ne répondent pas à ces critères obtenus par examen d'actes faux. Et puis, il y a des insuffisances et a priori, c'est-à-dire le chartrier de Saint-Maximin est considéré comme le meilleur, et l'insuffisance, c'est surtout de légiférer, comme dira Léon de Villain à son sujet, d'après un seul diplôme, ce qui est scientifiquement invalide. Je peux passer la diapo suivante. Finalement, pour Papenbrock, enfin, j'aime bien la citation, disons, de Le Villain à propos de Papenbrock, que vous pouvez lire. Si Papenbrock eût eu la bonne fortune de mettre la main sur un diplôme original authentique de l'époque mérovingienne, sa contribution à la diplomatique eût été sans doute incomplète, mais elle eût été nécessairement le point de départ de toutes les recherches ultérieures dans cette voie. Un jugement que notre bon Léon de Villain a donné dans un article sur le Déré Diplomatica, qui ont paru justement dans les mémoires pour le 4e centenaire de la mort de Mabillon en 1907, dans le 2e centenaire. Deuxième point, le Déré Diplomatica du succès aux attaques. Alors, dont Mabillon attend. Alors oui, je vous ai mis effectivement des petites images pour voir ce bon Papenbrock, effectivement, et puis à côté, le jeune Mabillon, en tout cas plus jeune, disons à cette. Le Déré Diplomatica paraît en 1681. Mabillon est déjà bien connu, notamment pour avoir collaboré à l'édition de Saint-Bernard, des œuvres de Saint-Bernard, pardon, et puis avoir collaboré aussi aux Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti. Donc, il a disons, il a une expérience à la fois d'éditeur, de critique, et finalement aussi il connaît bien les arguments possibles de Papenbrock. Il connaît bien, disons, aussi sa valeur. Mais c'est tout de même, disons, un rival. Cela étant, le Déré Diplomatica, qu'il a mis, semble-t-il, plusieurs années à, disons, rédiger, composer, à la demande de ses supérieurs, semble-t-il, est un ouvrage qui est neuf dans sa production. Il se compose, comme on dit, de 6 livres. Et d'ailleurs, le titre exact, c'est Déré Diplomatica Libri Sex. Regardons un petit peu, disons, la division de l'œuvre. C'est peut-être un peu intéressant tout de même. Un livre 1 qui est en fait un livre introductif, où l'on évoque finalement, qui tient de l'introduction, oui, générale de l'œuvre, sur l'utilité de la démarche,
donc sur aussi la division ensuite des chartes, donc un chapitre typologique où il divise les chartes en chartes ecclésiastiques, royales, privées, etc. La diversité des noms des chartes, la transmission, les chartriers, les cartulaires, etc. Et puis aussi l'antiquité de l'usage de passer par écrit des actions juridiques. Et cela, donc, c'est quelque chose qui est important parce que cette antiquité de l'usage des chartes, ça sera discuté par ses contradicteurs. Et puis ensuite, les caractères externes de l'acte, donc ce qu'on appelle les matières subjectives, les types d'écriture. Donc c'est dans le premier livre que l'on a cet aspect paléographique qui est quand même la marque, disons, je dirais, de la modernité de la remarque, de l'enquête de Maguillon. Le livre 2, c'est sur le caractère proprement diplomatique, le style, les souscriptions, les sceaux, les indications chronologiques, que faire des interpolations, des corrections et des grattages. Ensuite, disons, il y a un examen du formulaire, donc avec les principaux éléments du discours diplomatique, les énumérations de biens, les clauses combinatoires, et puis les fameuses notes chronologiques importantes, donc ce qui rejoint un petit peu les anomalies détectées par Pottenbrock, c'est-à-dire que les notes chronologiques, les anomalies sont parmi les critères qui, quand même, disons, a remarqué les critiques et les éditeurs dans la mesure où c'est un élément qu'ils peuvent, par le style, disons, contrôler et qui assoit des sentences définitives. Les souscriptions, les témoins, les sceaux, etc. Il y a beaucoup de juste, effectivement, et encore une fois, un souci de regarder avec soin tout ce qui est finalement les signes visuels, et il a des remarques très justes d'ailleurs sur le fameux trait de validation qu'il y a au sein des monogrammes. Aussi le problème de l'autographie dans les actes. Le livre 3, c'est en fait l'application des deux premiers livres, c'est-à-dire comment, disons, à partir des principes établis auparavant, eh bien, trouver quelques éléments et, disons, asseoir des sentences sur un certain nombre d'actes. Et donc, c'est là que Mabillon entreprend une défense des actes de Saint-Denis, défense de ses archives, et notamment, on pourrait dire, une défense des archives de Saint-Denis et de l'ordre bénédictin de manière générale. La réfutation des arguments prend pas mal de place, mais le livre 3 est aussi consacré non plus seulement aux chartes, mais aux notices, des notices qu'il sait diviser en plusieurs catégories. Donc, il sait bien distinguer les notices judiciaires du IXe siècle, par exemple, des notices narratives que l'on a redécouvert avec tellement, disons, de plaisir, disons, dans les années, à partir des années 1990. Donc, il distingue aussi, là, disons, les voies de la transmission. Il reprend donc cette question-là à partir d'exemples, avec des notes, notamment sur les cartulaires, ce qu'il appelle les cartulaires historiques, donc les cartulaires chroniques, et puis les cartulaires dits authentiques, et puis ce qu'il appelle aussi les simples collections de chartes. Et alors, donc, il parle donc à ce moment-là, disons, des faux, et donc, mais des faux, il n'en parle moins, il en parle peu. Ce qui l'intéresse, c'est effectivement pouvoir établir à partir des critères, disons, la véracité de la documentation qu'il amasse. Qu'il amasse notamment parce que dans le livre 5 et dans le livre 6, il y a, pour le livre 5, de nombreux facsimilés, pour le livre 6, les pièces justificatives. Quant au livre 4, c'est un petit peu un excursus ou une excroissance, mais assez passionnante, car c'est le fameux livre où il est question des palais et des villas royales où furent rédigés les diplômes, et c'est une œuvre qui est en majeure partie celle des disciples et acolytes, comme on a pu dire aussi, et notamment, je crois que c'est Paul Bertrand qui parlait, enfin, il n'était pas le premier à dire cela, c'est-à-dire son Don Michel Germain qui aurait été en somme le Sancho Panza de notre Don Quichotte Mabillon quand il voyageait notamment en Italie. Donc vous voyez un premier livre introductif
mais également avec les caractères externes. Ensuite, livre 2, caractères diplomatiques et caractères internes. Livre 3, l'ouvrage d'application essentiel, en quelque sorte. Ensuite, disons, un livre 4 qui est important, mais qui se trouve être un petit peu un excursus, avant de livrer facsimilés et pièces justificatifs qui accroissent considérablement le matériel disponible et reconnu vrai par Mabillon. L'ouvrage, le De Re Diplomatica, connaît un grand succès et il a convaincu, et la réputation de Mabillon est parfaitement établie très vite. Les voix discordantes qui se sont élevées sont rares. Je ne m'y attarderai pas ici. Adrien de Valois, éditeur de Grégoire de Tours et de Frédéguerre. Plus coriace peut-être le père Ardouin, disons une sorte de scepticiste professionnel, qui est chargé en 1685 d'une nouvelle édition des conciles, fréquente, on le connaît d'ailleurs, c'était fréquenté jusqu'au XXe siècle, cette collection d'Ardouin. Et puis, il y a plus tardivement des critiques venues d'Angleterre concernant le travail de Mabillon, Thomas Maddox en 1702, donc c'est tardif, et George Hicks, dont en 1703 des remarques, effectivement, mais qui sont faites, disons, par des personnes qui sont dont la spécialité n'est pas forcément les sources diplomatiques, mais soit des linguistes, soit des grammairiens, et donc quelque chose qui a une valeur un petit peu toute relative et finalement, pour nous, disons, très peu intéressante. Je dis bien semble-t-il parce qu'il faudrait peut-être revoir les choses de près, ce que je n'ai pas fait. Mais en 1703, c'est là où il y a, disons, un livre qui va agiter le petit monde littéraire. C'est la date donc du livre de l'adversaire Barthélemy Germont. Et à ce moment-là, la renommée de Mabillon, qui est considérable, Mabillon a 71 ans, il est né en 1632 comme j'ai dit, on peut le considérer, on le considère un petit peu, et ça l'expression de Paul Bertrand, comme un dieu vivant, peut-être faut-il pas exagérer, mais il a une renommée qui est assise sur une œuvre considérable et qui dépasse largement le domaine de la diplomatie. Donc on peut dire que d'une certaine façon, Mabillon n'est plus seulement le diplomatiste de 1781 et il est passé aussi à autre chose. Ses priorités, du point de vue éditorial, ne sont plus la science des actes, mais la grande œuvre qui va être les annales de l'ordre Saint-Benoît, donc auquel il travaille d'arrache-pied pour publier en 1703 d'ailleurs le premier volume, mais avec dans ces volumes de la documentation diplomatique dans les appendices. Quant à Barthélemy Germont, c'est un personnage qui est jeune. Il est né en 1663, il mourra en 1718. C'est un Orléanais, il est né et mort à Orléans d'ailleurs. C'est un jésuite. C'est un jésuite qui a fait des études de théologie, qui a enseigné la philosophie au collège de Clermont, plus connu maintenant pour être le lycée Louis le Grand, et il n'a pas d'antécédent attestant une compétence en diplomatie. En revanche, c'est un lecteur minutieux, coriace peut-être aussi. Et puis, ce qui est important à noter aussi, c'est qu'en tant que jésuite, c'est un collaborateur, disons, des Mémoires de Trévoux, cet organe de presse des jésuites qui commence à paraître à partir de 1701. Alors, le contexte des années 1703, pourquoi, disons, cette explosion d'un tumulte, d'une querelle diplomatique? Eh bien, on a pu avancer qu'il y avait l'antagonisme des jésuites à l'égard de l'édition mauriste des œuvres de Saint-Augustin. Après, en effet, 10 tomes d'édition des œuvres, eh bien, une introduction était parue en 1700 et sous une plume anonyme, mais dans laquelle on pouvait reconnaître la main de Mabillon. Alors, les étapes de la querelle, disons, on peut les suivre et sans s'y attarder forcément, mais il y a plusieurs dates tout de même. Octobre 1703, donc, la parution de l'ouvrage de Barthélemy Germont. 340 pages d'un petit format, écrit assez gros, si j'ose dire, mais 340 pages quand même, et ce qu'on appelle la première disceptatio, donc puisque c'est dans le titre, je pense que tu peux remettre peut-être, retourner en arrière si tu peux, Sébastien, je ne sais pas, pour nous montrer
titre, si certains veulent. Hop. Voilà, vous avez le Germont de 1703. Mabillon préparait alors une seconde édition du De Re Diplomatica et un supplementum à l'intention de ceux qui avaient déjà acquis la première édition. Donc, en 1703, quand paraît ce brûlot de Germont, eh bien, Mabillon a déjà des armes à peu près prêtes, ou du moins, disons, comme il a un projet de réédition du De Re Diplomatica et qu'on le presse de le faire, eh bien, il peut, disons, trouver en ce brûlot l'occasion, disons, et le stimulus pour cela. Mais il faut bien reconnaître que quand l'ouvrage de Germont est paru, Mabillon, son premier mouvement a été de ne pas y ajouter beaucoup d'intérêt, mais ce sont ses collègues et disciples qui l'ont, notamment Thierry Ruinart, son disciple, qui l'a, disons, un petit peu stimulé. Donc, un nouveau Sancho Panza, disons, qui vient stimuler notre Don Quichotte. Il fait paraître, Mabillon, en fin août 1704, donc moins d'un an après, le Supplementum au De Re Diplomatica, que vous avez, un petit ouvrage, 116 pages, disons, d'une lecture, disons, assez facile, je dirais, est facile et qui peut se lire seul ou bien avec la première édition du De Re Diplomatica. Donc, il est possible, disons, d'en trouver trouver la substantifique moelle de ce livre sans être obligé d'aller voir un peu partout dans le De Re Diplomatica ce qui vient compris. Et puis ensuite, disons, on peut dire qu'il y a les soutiens de Mabillon qui se mettent en marche, qui entrent en scène, et notamment en Italie, donc plusieurs auteurs, et notamment un Giusto Fontanini, donc 1666-1736, qui rédige un traité très violent, des Vindiciae Antiquorum Diplomatum Adversus Bartholomei Germanii Disceptationem. Je ne l'ai pas indiqué dans la liste des œuvres. Bon, et qui est violent et où l'auteur accuse Germont de la plus grande, disons, je dirais, accusation d'être pyrrhoniste, c'est-à-dire un suspicieux, disons, général, systématique et professionnel. D'autres auteurs se mettent en lice au profit, disons, du côté en soutien de Mabillon. Une seconde Disceptatio de Germont paraît en 1706, et ensuite, il y aura une troisième, disons une sorte d'édition collector, si on peut dire, disons avec les Disceptationes qui paraissent en 1707. Donc vous voyez que Germont, disons, ne s'est pas du tout, disons, écrasé, si j'ose dire, mais il a rétorqué et repris ses attaques. Mais on peut dire que ces ouvrages que je n'ai fait, je dois dire, que feuilleté, notamment pour le troisième, de manière très, disons, rapide, n'apporte pas grand-chose. Ces contestations, ces querelles diplomatiques, eh bien, on peut en avoir, disons, une image, disons, sur le vif, disons, avec un ouvrage qui paraît en 1708 d'un certain Raguet ou d'un certain Lallemand. C'est un ouvrage anonyme, mais débusquer le nom d'auteur, c'est compliqué, mais les propositions ont été faites. Une histoire des contestations sur la diplomatique, ouvrage non pas en latin, mais en français, pour accroître le lectorat. Histoire des contestations sur la diplomatique, avec l'analyse de cet ouvrage composé par le révérend père Don Jean Mabillon, qui paraît en 1708, mais qui est un ouvrage d'une certaine manière un petit peu tendancieux tout de même, malgré les efforts de l'auteur anonyme, et qui pencherait plutôt vers, disons, une sorte d'équilibre permettant de mettre mauriste et jésuite, disons, chacun dans son coin de ring. Alors, l'argumentation de Barthélemy Germont, maintenant, on peut peut-être aller plus loin. Donc, une disceptatio en deux parties, celle de 1703, les raisons d'ordre général qui rendent suspect les spécimina des vieilles chartes présentées par Mabillon, et puis, dans une deuxième partie,
chacun de ces spicimina, entendons chacun de ces actes, attaqués un par un, avec, en annexe, l'appendice contenant une édition, mais bien loin d'être scientifique tout de même, contenant les chartes examinées dans la seconde partie. Donc, 2 parties plus une annexe, les raisons générales, les spécimina. La première partie fait une centaine de pages, et c'est là où, en quelques points numérotés d'ailleurs, les arguments sont avancés, égrenés. Je vais les faire, puisqu'il faut aller un peu plus vite, je vais, disons, me contenter de donner pas les titres, mais disons les matières principales de chacun de ces arguments. Premier argument, on peut dire la fragilité des papyrus. Les écrits des 6e, 8e siècles ne peuvent être parvenus jusqu'à nous que difficilement. Donc apparemment, pour lui, pour Germont, c'est une donnée, d'ailleurs que personne ne va refuser, mais ça veut dire que, de certaine manière, il est presque impossible que des diplomatas sur papyrus aient pu survivre. Alors, il y a tous les ennuis, les blatarum dentes, moi j'aime beaucoup, il y a l'incendie, les mains des hommes malhonnêtes, la violence du feu, donc, et puis il y a tous les accidents, disons, qui ne peuvent pas, disons, conduire à penser que les papyrus aient pu parvenir jusqu'à nous. Un deuxième argument, c'est on peut craindre que la multitude des faussaires ait déjà sacrément, d'une certaine manière, agi sur un matériel aussi fragile. Et on peut donc penser que les faussaires de tous les siècles ont forgé les diplomata contenus dans les livres. Troisième argument, donc, on ne voit pas comment établir des règles permettant de séparer les vrais des faux. Alors, la forme de l'écriture, la scriptura et forma maintenant, eh bien, cette forme d'écriture, eh bien, rend suspect ces diplomata. Parce que on nous prétend, comme dirait Mabillon, que cette écriture barbare serait un élément très utile pour distinguer les vrais des faux. Mais en fait, la vraie écriture des Francs, soutient Germont, on la voit sur le sceau de Childéric, sur les monnaies de l'époque, et elle est bien différente. Et l'écriture des chartes n'a rien à voir avec celle des livres auxquels nous ont fait confiance Germont comme d'autres de ses confrères. Et donc, l'écriture mérovingienne des chartes, disons, n'est pas un argument. L'orthographe, argument numéro 5, elle est truffée d'erreurs. Il y a de tâches, le terme même c'est Mendoza. Alors que venant du roi, les diplômes auraient dû être écrits rectés, être accouratés. Les chartes sont faites de nos référendaires et notaires royaux très érudits et élevés aux premières divinités de l'Église. En témoigne, et là on avance le témoignage de Cassiodore, qui demande la rectitude dans la prononciation et l'écriture. Et ce qui était vrai en Italie était vrai ailleurs. Pourquoi cet art aurait-il échappé aux scribes royaux? Donc vous voyez effectivement les arguments. Argument 6, pas seulement l'orthographe et les graphies, mais la barbarité, si je veux dire, barbaries styli, des solécismes en pagaille, dans les auteurs du temps, rien de tout cela, chez Boès, Grégoire le Grand, même si chez Grégoire le Grand, le style n'est pas aussi bon que, par exemple, chez Léon le Grand. Voilà ce qu'il dit. Nectam lenis et amoena quam Ambrosi, pas aussi doux et heureux que chez Ambroise. Voilà, effectivement, ensuite, comment Germont appuie, disons, ce qu'il prétend. Une litanie d'auteurs italiques, hispaniques et gaulois, naturellement, comme Avis de Vienne, Nisier de Trèves, Rémy de Reims, ont écrit et écrivent correctement. Et puis, pour le 7e siècle, Louan de Rouen, Éloi de Noyon. Voilà donc des éléments qui permettent de dire que le style des diplômes bien n'est pas un bon style et par conséquent il y a quoi douter. D'autres arguments sont avancés assez rhétoriques concernant toujours ce style barbare. En tout cas,
L'idée est la suivante, rien de commun entre le style, en plus des formulaires que l'on redécouvre, et celui des diplomates. Alors, les positions de Germont sont un petit peu, là j'en ai donné quelques-uns, mais on peut résumer ces positions autour de trois principes, ou je dirais pétitions de principes. Un premier principe, s'agissant de la provenance des documents, et là c'est quelque chose que je n'ai pas encore dit dans cet argumentaire, c'est l'idée que les archives publiques sont seules sûres. La provenance est un indice majeur de confiance ou de suspicion. Et naturellement, qui dit archives publiques vise les archives d'État et par conséquent, le contrôle royal, quand il n'est pas attesté avant siècle, disons, de la fin du Moyen-Âge, et on ne peut donc pas parler d'archives publiques pour les archives des monastères qui sont donc entachées a priori de suspicion. Maintenant, s'agissant de la méthode concernant la documentation des périodes anciennes, comme il y en a très peu, j'y reviendrai in fine, il ne s'agit pas de démontrer qu'un acte est faux, il s'agit de prouver qu'il est vrai. En quelque sorte, un acte vrai est un acte faux qui n'est pas encore reconnu faux. C'est un acte faux que l'on ignore encore, si j'ose dire. Et puis, il y a des remarques, un postulat sur la valeur des sources historiques. Les sources narratives, c'est-à-dire en fait les sources historiographiques, sont beaucoup plus sûres que les sources diplomatiques et que d'autres sources encore faites d'artefacts, c'est-à-dire des sources numismatiques. Ce qu'il importe de noter, c'est que dans l'argumentaire, ce sont les attaques dirigées contre le vivier même où Mabillon est allé pêcher, à savoir le Chartrier de Saint-Denis, qui sont les plus virulents. Et donc la deuxième partie sera sur le Chartrier dionysien mis sur la scène. Saint-Denis a été, voilà, Saint-Denis a été l'arsenal de l'ars diplomatica de Mabillon. Ça, c'est quelque chose d'important à noter, du moins pour l'époque mérovingienne naturelle. Et donc, les attaques des jésuites ne pouvaient que se concentrer sur ce vivier. Germont le note, il dit aucun autre tabularium, c'est-à-dire dépôt d'archives, n'a été autant sollicité que le tabularium dionysien. Et c'est l'argument 7 de Germont, un argument donc, que j'ai laissé sous silence, effectivement, pour y attaquer maintenant. Que le constat de Germont est assez venimeux. Germont observe qu'entre l'époque carolingienne et les temps présents de son époque, les actes mérovingiens sortis du Chartrier dionysien n'ont fait que proliférer. Alors, comment le montre-t-il cela? Eh bien, il fait une coupe sur trois moments. Celui de l'œuvre bien connue, en fait, rédigée, composée à Saint-Denis vers 830, les Gesta d'Agoberti, première strate, premier carottage, si j'ose dire. Deuxième carottage, c'est celui de l'édition de Jacques Doublet, des actes, disons, que Doublet, ce brave homme, disons, avait édité, souvent assez mal, dans l'histoire de l'abbaye de Saint-Denis en France, paru en 1625. Et enfin, la troisième carotte, c'est les livres 5 et 6 du De Re Diplomatica, les facsimilés et les éditions. Germont fait alors le constat suivant. Seuls 5 des nombreux actes signalés dans les Gesta d'Agoberti, une quinzaine de Dagobert, un testament de Nantil, 3-4 chapitres de Clovis II, mais il y en a d'autres encore, subsistent. Et à la place de ceux qui manquent, on trouve d'autres instruments. Doublet a ainsi publié 29 actes, dont 18 de Dagobert, les autres de Clovis II et d'autres principes. Et qu'en reste-t-il chez Mabillon? À peine 5. Les autres, comme dit Germont, ayant été jugés indignes d'être placés parmi les actes légitimes. Et il dit, si tu en as accepté 5, eh ben, tous les autres ont été évanouis, voilà, ou jugés indignes, donc, d'être parmi les actes. Mais Mabillon s'amuse perfidement que Germont a trouvé de quoi réparer ce sacrifice. Voilà que Mabillon en a publié de nouveau.
Et il en a publié, disons, qui ne sont pas en petit nombre et qui viennent suppléer à tout ce nombre d'actes, disons, perdus pour la science, justement. Et donc, voilà que l'archivum de Saint-Denis supplée à tous ces actes reculés. Au total, Germont compte 26 actes parmi ceux trouvés en 1681 par Mabillon dans l'archivum dionysianique. 26 actes que Doublet n'avait pas vus en 1625. Et presque autant parmi ceux que Doublet avait collectés en 1625 avaient échappé au regard de l'auteur des Gesta de Goberti. Alors, eh bien, sans soupçonner, dit-il, Germont, la bonne foi des auteurs, l'integritas et la probitas, c'est la diligentia des gardiens des archives qu'il soupçonne. Voilà qu'en 56 ans à peine, la physionomie des archives de Saint-Denis a changé presque totalement. Alors qu'on peut comprendre leur découverte, on a du mal à croire, poursuit Germont, que les actes aient pu augmenter et pulluler de neuf. D'où ont-ils été apportés? Où ont-ils été trouvés? Mabillon n'en dit rien et Germont continue à pilonner en jugeant que les diplômes cités par les De Gesta d'Agoberti sont finalement moins suspects que ceux qui apparaissent après son auteur, donc après cet anonyme, comme on dit, puisque les De Gesta d'Agoberti sont une œuvre anonyme. Mais, disons, il dit, Germont aussi, que ces diplômes cités par les Gesta d'Agoberti sont moins suspects, certes, que ceux qui apparaissent après, disons, qui apparaissent après son auteur, mais ils sont quand même un petit peu suspects. Et ils le sont davantage que si l'auteur des Gesta d'Agoberti avait été contemporain de Dagobert. D'accord. Donc vous voyez que plus on s'éloigne de la date, eh bien, plus ils sont non seulement suspects, mais faux. Alors, ce que dit Germont est vrai en substance. Depuis Doublet, et là, merci à Sébastien d'avoir mis cette diapo, les actes à nouveaux sortis du chartrier de Saint-Denis ne manquent pas. Et donc, vous les voyez, donc, dont Doublet édite 2 diplômes royaux mérovingiens sur papyrus. Je me suis contenté de mettre les actes sur papyrus. En 1681, 3 nouveaux diplômes mérovingiens. Et notez bien, mais on y reviendra, aux versions desquelles se trouvent inscrits des actes faux. En 1703, dans les annales OSB, eh bien, 6 nouveaux diplômes royaux mérovingiens. Et puis, en 1704, donc, Mabillon publie à nouveau donc 2 diplômes royaux. Bon, puis il y avait, disons, pour les actes privés, disons, il y a eu le testament d'Ermentrude qui a été publié en 1685, et puis aussi l'autre testament du 7e siècle, celui dit du fils d'Hiver, au verso desquels il se trouve des faux, des actes faux, d'autres textes. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est, tu mets la diapo suivante, Sébastien, s'il te plaît. Voilà, c'est un très beau texte. J'aime beaucoup cette allusion venimeuse, effectivement. Germont estime fort suspecte ces redécouvertes, mais sans jamais accuser franchement, disons, le Mabillon. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre un tout petit peu plus grand, effectivement. Je me suis amusé à traduire, ce qui n'est pas toujours simple, effectivement, mais c'est quelque chose, c'est à propos de 650 de l'acte de 654, le diplôme de 654, et disons de rapport qu'il entretient avec ce que disent les De Gesta d'Agoberti sur ce diplôme de Clovis II. Alors, vous voyez, Germont a très bien dit, je passe sur tous les autres endroits divergents. Le peu que voici suffit amplement à montrer qu'autre est la charte transcrite par toi, Mabillon, dans un effet oratoire, ils expriment toujours un Mabillon à la deuxième personne. Autre est celle transcrite par l'anonyme, donc l'auteur des Gesta d'Agoberti. Laquelle des deux est authentique? Laquelle est fausse? Je crains que la plupart ne jugent qu'il faille placer celle qui était conservée dans les siècles anciens aux archives de Saint-Denis devant l'autre, différente, qui est sortie des mêmes archives à notre époque. Autrement dit, qu'il faille préférer la plus ancienne à la plus récente. Ou bien encore, si la plupart réprouvent aussi la plus ancienne, parce qu'elle compte
Alors là, c'est parce que c'est un débat sur les souscriptions et sur la présence de tel ou tel évêque. Voilà, parce qu'elle compte l'évêque Sulpice de Bourges parmi les très saints prélats qui ont assisté à l'Assemblée de Clichy, au cours de laquelle fut rendu l'acte royal. Je ne doute pas que du même coup, ils ne défendent que la tienne aussi ne peut être retenue pour un original assuré. Et c'est là un passage qui est intéressant du point de vue de la méthode de Germont et de ses critères. Car au IXe siècle, époque vers laquelle on pense que le moine anonyme a écrit, les coffres dionysiens n'auraient jamais eu un exemplaire altéré du diplôme si l'original authentique n'avait pas déjà péri. Et cet original qui avait péri depuis 100 ans, on a du mal à comprendre quel singulier bienfait de fortune aura permis qu'il soit enfin retrouvé en notre temps. Donc là, le coup de patte, disons, était particulièrement blessant pour Mabillon et ses confrères Maurice et Dionysien, enfin Dionysien et Maurice, puisque Saint-Denis appartenait à la congrégation de Saint-Denis. Ce qui est intéressant à noter, c'est voir effectivement que si un original avait existé au XIXe siècle, il ne pouvait pas y avoir il n'y avait pas nécessité de faire un faux. C'est une façon de concevoir presque l'acte faux ici comme étant légitimé par la perte d'un acte. Donc, pour lui, un acte faux est d'abord un acte refait. Ce qui est un petit peu étrange, mais on verra que dans la diplomatique du XVIIe siècle, la notion d'acte refait est une notion importante et qui est travaillée par plusieurs auteurs, et notamment par Mabillon, mais auparavant aussi par d'autres. Il y a une chose aussi curieuse, c'est que Germont ne dit rien sur le fond du diplôme, donc rien sur le mobile qui aurait précédé à la confection du prétendu pseudo-original, disons du IXe siècle, ou de celui redécouvert, disons par doublé l'édite à partir d'un cartulaire, et redécouvert en pseudo-original, réédité en pseudo-original par Mabillon. Donc, son argumentation est assez vaine, donc n'est légitimée que par l'idée selon laquelle les moines auraient fait un papyrus de remplacement. Donc, je disais, les actes refaits, ce qu'on appelait aussi des acta vicaria, c'est-à-dire des actes qui remplacent d'autres, qui sont à la place d'autres, délégués par d'autres. Donc, c'est une critique d'anomalie, mais ce n'est pas une critique explicative. Le but du jeu, c'est de retoquer des actes jugés faux et non d'en expliquer la genèse de manière contextualisée. Passons à la réaction de Mabillon. Comme je dis, de la colère indignée à l'explication partielle. Un autre, est-ce que tu peux mettre le passage suivant? Voilà. Voilà, la colère indignée de Mabillon. Mabillon a bien compris où Germont souhaitait emmener son lecteur, décrédibiliser l'auteur en le soupçonnant d'avoir pour le moins cautionné des faux fabriqués par les moines bénédictins, Maurice, Dionysien, voire de les avoir suscités. Et là, il s'en exprime sans détour dans son supplémentum, comme on le voit. Donc, je vous fais grâce, disons, le passage en gras me paraît le plus net. Donc, ici, quelques malins inquisiteurs nous arrêtera, hic forte non sistet, versutus aliquis inquisitor. Et Agdiquette, il nous dira, mais d'où vient chez toi cette masse d'originaux après doublé? D'où viennent ces nouveaux originaux après publication du De Re Diplomatica? Naturellement, ils ont été forgés par les nôtres. Que sont les nôtres? Les moines de Saint-Denis, les Maurice de manière générale, Mabillon peut-être, après doublé. Moi, j'ai fabriqué ces nouveaux documents après avoir publié mon ouvrage de diplomatique, sans doute sur un support de papyrus amené récemment d'Égypte. Ou alors c'est moi-même, ou connaissant la tromperie, ou stupide et ignorant, qui aurait livré au public des forgeries, donc à la place de vrais documents. Ce qui est intéressant à noter, c'est l'intention, toujours, de Mabillon aussi, sur les caractères externes. Donc l'attention, comme par hasard, sur le support de papyrus. Donc une familiarité avec le support, une expérience, disons, je dirais presque de tous les éléments externes, visuels, etc. C'est quelque chose de... Et puis naturellement, disons,
une certaine façon de dire, mais soyons sérieux, et d'une certaine manière, je dirais que Germont nous explique comment j'ai fait, voilà, etc., et qu'il vienne voir les documents, parce qu'il ne me semble pas qu'il l'ait jamais fait. Alors voilà la colère indignée. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que Melchion ne s'est pas contenté de cela, ou plus exactement qu'il a dû aller plus loin. L'explication est là insuffisante. Rien sur finalement les situations qui l'ont amené à trouver des parchemins. Il ne s'explique pas. Il le fait quand même, il est obligé de le faire. Il est obligé, et dans la suite du document, eh bien, il donne quelque chose, quelques éléments. Alors, regardons un petit peu l'explication suivante. Voilà. Voilà. Et donc, là, il est obligé de dire, ben, j'ai été accusé, je réponds. Mets-le un peu plus, enfin, disons, descend un peu plus, pardon. Et voilà. Et maintenant, en ce qui me concerne, si tu cherches à savoir d'où j'ai reçu ces nouveaux exemples de la lignée mérovingienne et d'autres de la même époque, apprends-le en peu de mots. Et là, c'est un passage, disons, en gras, qui n'avait pas été relevé et qui me paraît très important, surtout quand après vous avoir vu avec vous tout à l'heure, disons que certains documents étaient contrecollés. Ce sont les faussaires du milieu du XIe siècle qui ont contrecollé sur les papyrus, soit des parchemins, soit d'autres papyrus, pour masquer un passage, disons, les textes vrais, et pour, disons, donner simplement libre accès aux textes faux. Mais voilà ce qu'il en dit. Apprend que nous brassions, alors que nous brassions une nouvelle fois les documents dionysiens écrits sur papier d'Égypte, sur papyrus, donc, nous avons remarqué que sur certains papyrus, on en avait appliqué d'autres pour suppléer à leur fragilité. Et après les avoir séparés les uns des autres, donc là, c'est, je dirais, une preuve, disons, d'un travail archivistique qui a été fait à l'initiative, ou du moins cautionné, et même encouragé par Mabillon, nous avons découvert de remarquables actes, mutilés et taillés pour être adaptés en tant que renfort à d'autres actes qui sont d'une valeur bien moindre. Et il donne une liste. Voilà, voici ceux dont nous donnons ici les reproductions. Une liste de ceux qu'il a édite dans son supplément. 2 préceptes royaux, la lettre en grec d'un empereur grec, donc c'est un acte évidemment rarissime et exceptionnel puisque c'est le seul original que l'on conserve, ils ont dit d'un original byzantin, peut-être adressé à Charlemagne, sans compter 3 autres diplômes de Clotaire III, etc., Physiothéologie de Plainte, qui sont rapportés dans l'appendice au tome 1er de nos annales. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à noter, on le voit, c'est que là, on a une explication, mais c'est quand même une explication un petit peu insuffisante, parce que il n'y a pas que les situations, les configurations où 2 papyrus étaient collés l'un sur l'autre. Il y a aussi des configurations où ce sont des parchemins qui sont venus renforcer les papyrus et masquer le texte originel vrai. Mabillon n'en dit rien. Et pourtant, il a su mettre à profit ces parchemins carolingiens puisqu'il les a édités aussi. Alors, il y a des insuffisances, mais il y a aussi, disons, des faits un peu troublants. Mabillon fait silence sur le fait que les papyrus vrais qu'il aime à publier étaient aussi porteurs de textes au verso, des textes au verso qui pouvaient être faux. Et là, on donne les diapositives suivantes. Il y a un exemple troublant. Voilà. Alors, c'est celui-ci. Alors, c'est ça, c'est pour disons, les faux du XIe siècle. Donc, ce que vous voyez ici,
c'est 2 papyrus donc vrais qui ont été associés et au verso desquels on a mis un diplôme faux, et c'est un diplôme faux que connaît bien Mabillon, puisque c'est le diplôme des mers 43, c'est-à-dire l'édition de Kölzer numéro 43, qui était connu de Doublet et que Mabillon, disons, cite dans le De Re Diplomatica. Et donc, est-ce qu'il le cite à partir du pseudo original? Est-ce qu'il le cite à partir de l'édition de Doublet? Ce n'est pas tellement clair. En tout cas, ce qui est curieux, c'est qu'il ne dit pas grand-chose, disons, de ce diplôme, comme s'il pouvait avoir lui-même un soupçon. En revanche, il ne dit rien des 2 actes vrais, donc le Démer 28 et le Démer 94 que l'on a en haut, et donc diplômes inconnus qui seront découverts au XIXe siècle, et par conséquent, cela prouve qu'ils étaient encore masqués, disons, à l'époque de Mabillon, en tout cas en 1681. Vous connaissez, l'a-t-il connu ensuite, les a-t-il connus ensuite? On ne peut pas savoir. Donc cela signifie que finalement il devait y avoir encore, disons, à l'époque de Mabillon, un parchemin qui recouvrait la face recto des papyrus et ne laissait apercevoir que, disons, le faux diplôme de 632, le Démer 43. Suivant, Sébastien, tu peux donner Voilà, l'exemple le plus troublant, c'est celui de ce diplôme de Dagobert, Démer 41, donc qui est en bas, que Mabillon édite et reproduit partiellement dans le De Re Diplomatica. Or, ce diplôme porte au verso un magnifique faux, un pseudo-privilège synodal de 862. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir, ce diplôme, il connaît le vrai, Démer 41, Mabillon l'a édité, en le connaissant, il n'a pas pu lui échapper qu'il y avait quelque chose au verso, mais il n'en dit strictement rien. Ce diplôme porte au verso donc un faux, pseudo-privilège synodal de 862, mais l'on connaît un vrai privilège synodal de la même date, différent, effectivement, et ce diplôme vrai, Mabillon le connaît, il l'édite même, c'est un privilège qui est naturellement sur parchemin, et d'ailleurs, on ne comprend pas que les faussaires du milieu du XIe siècle, disons, se soient amusés à sacrifier un papyrus, disons, pour inscrire un privilège synodal carolingien, alors qu'à cette époque-là, tous les privilèges synodaux qu'on connaît étaient sur parchemin et non pas sur papyrus. Mais ce qui est intéressant, c'est comment a-t-il pu ignorer Mabillon l'existence de ce faux privilège synodal? Difficile à croire. En tout cas, il n'en dit rien. Un silence curieux. Alors, vous voyez que cette situation étrange, disons, nous met mal à l'aise, parce que Mabillon ne parle pas des textes faux portés au verso, il n'évoque pas non plus les cas de figure, comme je disais, où on a un acte vrai au recto, un faux au verso, et puis où on a, disons, des parchemins qui ont été contrecollés sur la face vraie. C'est un silence curieux qui est un petit peu gênant pour nous, et on peut essayer de l'expliquer de différentes manières. Alors, peut-être y a-t-il un silence, disons, explicable par la cohérence intellectuelle du propos de Mabillon. Mabillon ne s'attarde pas sur les faux, comme j'ai dit tout à l'heure, car il cherche à identifier les actes vrais qui lui permettent de bâtir une ars diplomatica. Donc, silence de cohérence intellectuelle. Deuxièmement, malheureusement, un silence intentionnel et malin. Il s'agissait d'être prudent et de ne pas apporter de l'eau au moulin de ceux qui taxaient les moines bénédictins, notamment ceux de Saint-Denis, de faussaires. Alors, ce qui nous amène à penser que ça a dû jouer, c'est que ce silence
eh bien, ce n'est pas propre au matériel dionysien, si j'ose dire. Dans son De Re Diplomatica, au livre 5 et 6, Mabillon ne fait pas usage du privilège de Germain évêque de Paris, ni du diplôme de Caribert pour Saint-Germain-des-Prés, deux documents qui sont des pseudo-originaux que l'on connaît, et qui avaient pourtant fait l'objet d'un bellum diplomaticum français en 1657-1658 entre Jean de Launois et donc l'accusateur, celui que l'on a pu surnommer le renverseur de privilèges, et Robert Quatremer, un mauriste de Saint-Germain-des-Prés, qui défendait l'authenticité du privilège de Germain, l'évêque Germain de Paris. Et la raison de cette attitude ne peut être autre de la part de Mabillon que la reconnaissance tacite que défendre l'authenticité de certains privilèges était jugé dès le début une tâche vouée à l'échec parce qu'il n'y croyait pas. Et donc, quand Mabillon fait silence sur certains documents, fait silence, bien cela veut vouloir dire qu'il a suffisamment de doutes pour les délaisser, les écarter, mais il ne veut pas, disons, les utiliser comme armes à destination d'ennemis potentiels. Dans le cas de Germain de Paris et des deux actes de Saint-Germain de Paris, on peut remarquer quand même que Mabillon en parle, mais disons de manière très, très incidente dans les annales, en disant que finalement ça a fait l'objet d'une controverse, mais qu'elle n'a pas lieu d'être appelée en l'occurrence. Donc vous voyez, Mabillon ne pêche par omission peut-être, mais pas entièrement. Il ne peut pas taire qu'il y a eu un débat sur certains privilèges et peut-être tout simplement été prudent. Il ne veut pas encourir le reproche d'incompétence, comme s'il ignorait, qu'il y avait une controverse. Alors, silence intentionnel et malin, bon, je dis, mais peut-être aussi un silence de diagnostic diplomatique. On peut se demander en effet si Mabillon ne se contentait pas intellectuellement de voir dans ces textes qui sont pour nous des faux, des documents certes non originaux, mais qui n'étaient pas forcément des faux au sens de l'intention maligne. Peut-être y voyait-il soit des copies, soit des actes refaits. Cette notion sur laquelle j'attirais l'attention, une catégorie diplomatique qui est tout à fait présente dans l'arsenal conceptuel de Mabillon, qui leur consacre une place spéciale et non négligeable dans la typologie des actes altérés, donc des actes qui viennent remplacer des actes permis. Donc, je dirais que cela coïncide assez bien avec la conception de Mabillon, pour qui le faux, c'est quand même d'abord une question d'intention. D'ailleurs, c'est dans la logique diplomatique, disons, les diplomatistes, disons, de l'époque contemporaine, 19e, 20e siècle, le disent aussi, car c'est une affaire, alors là, c'est plutôt Mabillon, c'est une affaire de morale, et une affaire de morale et de morale publique aussi. Et d'où la question récurrente d'ailleurs chez Mabillon de la question de la punition du faussaire, mais également de la punition de celui qui accuse à tort. Il est aussi, disons, attentif à punir celui qui accuse à tort que celui qui a créé un faux. Donc, on a là un petit mystère tout de même, disons, difficile à percer sur la personnalité, les intentions, le mode de pensée de Mabillon. Ce qui est curieux tout de même, c'est que les actes dionysiens, les papyrus dionysiens ne sont pas les seuls à avoir au recto un texte vrai et au verso un acte faux. Et c'est le cas notamment des papyrus que Sébastien Frey a évoqué tout à l'heure, le papyrus de Saint-Bénigne de Dijon, un acte de Jean XV 1995, sur lequel, au verso duquel, donc, les moines de Saint-Bénigne de Dijon ont, au milieu du XIe siècle, donc à la même époque que les faussaires de Saint-Denis, disons, recopié, disons, inscrit des faux de supposés être de papes du 7e siècle. Et curieusement, Mabillon a eu connaissance de ces actes-là
Mais les a-t-il eu? Qu'est-ce qu'il a eu exactement? A-t-il vu les originaux? A-t-il eu communication de copie? A-t-il eu ce n'est pas très clair. En tout cas, il semble ne pas avoir eu connaissance de l'existence de deux textes sur ces papyrus bourguignons. Et ce qui est le plus étrange, c'est que dans le cas de ce papyrus de Saint-Bénigne de Dijon, eh bien, il n'y a pas trace, disons, de contre-collage d'un document papyrus ou parchemin qui aurait masqué le vrai texte pour ne laisser apparaître que le texte faux. Donc, nos moines bourguignons étaient moins soucieux, disons, peut-être avaient-ils trouvé une autre solution, peut-être de masquer, de présenter différemment l'acte, etc., ne pas permettre qu'on l'examine de manière approfondie, je ne sais pas. Passons à notre dernière partie sur la cible privilégiée que constitue le diplôme de Clovis II de 654. Dans l'architecture de la Disceptio Prima de Germont, en 1703, la deuxième partie, qui est la plus développée, comme j'ai dit, comprend des analyses d'actes, des analyses critiques, des dissertations critiques d'actes appuyés sur l'édition. Donc, dans la Disceptatio, il y a, par ordre chronologique supposé, effectivement, un examen par Germont de ces papyrus qu'avait édité Mabillon. Et donc, le diplôme de Clovis II de 654 n'y échappe pas. Et c'est un bon exemple, disons, de ce que des arguments développés par Germont et par Mabillon en riposte. Alors, c'est un diplôme extrêmement célèbre. On peut mettre la suivante, Sébastien. Un diplôme qui est peut-être le plus célèbre de la diplomatique mérovingienne, qui jouissait d'un prestige considérable à Saint-Denis même. Chez Mabillon, il tient une place considérable là aussi, et une place visuellement spéciale, puisque en raison de sa taille, eh bien, il a droit à une double page dans l'ouvrage, ce qui arrive plusieurs fois, mais là, de manière tout à fait saisissante. Et pour que vous puissiez apprécier effectivement la qualité des reproductions, disons, dans le De Re Diplomatica, eh bien, j'ai mis en dessous l'original absolument conservé en essayant de le mettre à peu près à la même échelle, et puis le facsimilé de Mabillon. Il y aura d'autres facsimilés au XIXe siècle, encore plus peut-être précis, mais il ne faut pas exagérer pour ce qui est de ce diplôme de 654. Ce qui est intéressant d'ailleurs à noter, c'est que certains défauts certains dégâts occasionnés par le temps, disons, apparaissent avoir, disons, abîmé de peu davantage ce diplôme, mais pas trop. Ce qui veut dire qu'entre le XVIIe siècle et le XXe siècle, eh bien, il s'est bien maintenu. Voilà. Donc, c'est tellement le plus célèbre, il est tellement important que, aux yeux de Germont, le diplôme de 654, disons, est apparu, enfin disons, s'il peut attaquer et s'il peut montrer que ce diplôme est faux, alors tout s'écroule parce que il a conscience que pour Mabillon, la diplomatique mérovingienne, d'une certaine manière, disons, provenait de l'assurance que Mabillon avait que cet acte était vrai. Alors, si Germont pense qu'il est faux, et s'il le démontre, alors il est nécessaire que tous les autres soient faux, ou du moins suspects, comme il dit d'ailleurs, disons, page 124 de son ouvrage. Alors, l'examen critique du diplôme de 654, donc tu peux mettre le suivant, voilà, les suivante, voilà, c'est avec une petite analyse, voilà, qui donne toute l'importance de ce diplôme de 654. Effectivement, je me contenterai ici de dire ce qui ne va pas aux yeux de Germont. Une orthographe pessima, un sermo barbarus. Germont dénonce l'absence de sceau. En fait, il y en a un. On pense maintenant qu'il y a une trace de sceau. Il y a donc ce qu'on en doutait davantage il y a quelques décennies. Une absence de sceau, dit Germont, qui serait compensée par des souscriptions abondantes.
Et puis, parmi les souscripteurs, eh bien, il y a des personnages qu'il ne connaît pas, mais il y en a d'autres qu'il connaît. Et puis, il y a cette souscription royale, sur laquelle je reviendrai après, celle de Clovis, roi de Neustrie et de Bourgogne, et, dit-il, celle de Sigebert, roi d'Austrasie. On reviendra sur cette question de la double souscription royale alléguée. Et puis, il y a ces 45 autres souscriptions de grands prélats ou clercs qui donnent tellement cette impression que l'on a affaire à une sorte de lit de justice avec le roi au centre et puis qui est entouré de ces grands. L'acte donc confirme un certain nombre de choses, et notamment les dispositions du privilège épiscopal de Landry, évêque de Paris, 653, dont on garde une version falsifiée. Germont ne nie pas la teneur du précepte royal. Il pense donc que ce précepte royal a une teneur bonne, et la raison, à ses yeux cardinale, si j'ose dire, c'est que et le privilège de Landry de 653 et le précepte royal de Clovis II sont rapportés par l'historiographe Émoin de Saint-Germain et puis de Fleury et par les Gesta d'Agoberti. Et donc Germont est toujours prêt à croire les sources historiographiques plutôt que les sources diplomatiques. En tout cas, la caution des Gesta d'Agoberti est essentielle à ses yeux. En revanche, ce que Germont refuse de croire, c'est que le document reproduit par Mabillon puisse être l'autographus, donc l'original de cette confirmation royale. Alors, les arguments de Germont sont divers. Un bon nombre touchent les souscriptions, le signum d'un majordomus Radobertus. Il affirme, Germont, qu'il n'y en a eu aucun de ce nom sous Clovis II, etc. Donc, je ne vais pas aller, disons, aller plus loin. Il dit c'est Erchinoald naturellement, etc. Et puis, comme les dates du majordomat d'Erchinoald disons, imposerait sa présence, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la charte ne veut pas être un genuinus autographus. Le préambule aussi, Germont le compare avec celui transmis par les Gesta d'Agoberti. Dans le paragraphe 51, un très beau paragraphe d'ailleurs, bien célèbre, de ces Gesta. Il cite les deux textes et il note les différences. Donc, un travail méticuleux de la part de Germont. Autre point aussi, selon les Gesta d'Agoberti, le diplôme citerait Saint-Martin-de-Tours. Or, il n'en est pas question dans le document de Mabillon. Et qu'en est-il des très saints prélats, Ouan, Aubert, Castadius, qui, selon Émoin et les Gesta d'Agoberti, auraient souscrit. Donc, les arguments sont quand même bien solides, c'est-à-dire qu'ils sont ancrés même dans un examen pointilleux du détail de l'acte. Mais Mabillon va riposter. Et il riposte, on va mettre le diapo suivante, avec les pages. Voilà, il y aura deux diapos qu'on pourra mettre parce que là c'est le début du supplementum au paragraphe 2 où il commence, disons, à examiner, disons, l'acte de Clovis. Alors, Mabillon riposte à ces attaques disons, en examinant un peu point par point les éléments les attaques de Germont. Donc, encore une fois, c'est une riposte, il ferraille de manière tout à fait point par point. Mabillon rappelle d'abord que, disons, il n'est pas le premier à considérer l'acte comme authentique. Il évoque l'édition de Lecointe, l'éditeur aussi des conciles, qui avait édité après Doublet et Sirmont, l'éditeur des conciles aussi, et qui le tenait pour authentique. Donc, précaution, l'argument d'autorité. Et Lecointe avait établi que l'acte était conforme à la formule de Marculf sur la liberté d'un monastère, et qu'il n'y voyait aucune falsitatem aut interpolationem. Toutefois, Lecointe expurgeait la pièce de ses souscriptions parce que le savant estimait que les préceptes royaux n'étaient souscrits par personne d'autre que le roi et son référendaire. Bon, Mabillon a étudié la question et il a réussi, disons, dans son De Re Diplomatica, à s'en sortir et finalement à montrer que ce n'était pas entièrement vrai. Mais enfin, là, Mabillon,
disons, ne pouvait pas aller trop loin dans cette voie parce que tout de même, le diplôme de 654 avec ses 48 souscriptions, c'est une exception, quelque chose d'assez extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est ce que Mabillon dit des Gesta Dagoberti. Il dit, oui, l'auteur des Gesta Dagoberti évoque ce diplôme dans l'œuvre, mais il ne rapporte pas les mots de ce diplôme. Il rapporte l'orationem Clodovei ad pontifices ac regni proceres habitam post conditum diploma. Et donc, Mabillon, disons, est attentif, disons, à la logique documentaire des Gesta Dagoberti. Ce que nous devons faire aussi, c'est-à-dire quand nous prenons les Gesta Dagoberti, ce n'est pas un copier-coller des actes royaux, ça, Dieu nous en garde, disons, de s'estimer qu'il en va ainsi. Et Mabillon, disons, ce n'est pas le diplôme, mais le discours qu'il rapporte. Et il va même plus loin, il dit, si t'amènes abillo anonymos, c'est-à-dire l'auteur, confictus non est historico more. Donc, il va plus loin, il met en doute, disons, la validité du témoignage de l'auteur des Gesta Dagoberti. Il dit, si du moins le discours n'a pas été composé, réalisé, créé, finalement, disons, forgé, confictus, historico more, disons, sur un mode historique. Alors, je ne sais pas si c'est selon une tradition historique. Et vous voyez bien là une chose très différente de ce que l'on a vu chez Germont, c'est-à-dire le fait que Mabillon, disons, ne considère pas les sources historiographiques comme étant un absolu dont on peut se départir. Et finalement, ce que souligne de manière intelligente Mabillon, comme très souvent en tout cas, les Gesta Dagoberti donnent la substantia et non les verba du diplôme. Et là, c'est pour rétorquer aux remarques de Germont sur le préambule. Autrement dit, la différence de nature document des documents, disons, explique les différences et, disons, anéantit un petit peu le point d'ancrage de Germont. Germont lit trop vite les Gesta Dagoberti, trop avide de débusquer l'erreur, et donc Mabillon comprend la source, on pourrait dire, de l'intérieur, en entrant dans la logique de l'auteur et en exprimant sa valeur toute relative. Et puis ensuite, Mabillon va reprendre un par un les arguments de Germont concernant les souscripteurs. Alors, il va reconnaître que... Alors, par moments, il est un peu gêné. Il reconnaît qu'on ne voit pas les deux noms de Saint-Ouen et de son frère Radeau dans le diplôme. Donc, l'un des témoignages est suspect. Mais à propos d'un autre, disons, il note que, disons, il peut y avoir aussi des souscriptions qui sont passées dans les trous. Hein, et c'est notamment ce qui pourrait se passer pour Saint-Ouen. Il pense, Mabillon, que le nom a pu être soit nom, disons, un endroit où on ne peut plus le lire sur l'original, soit alors qui a disparu dans une lacune du papyrus. Et puis, il défend aussi l'hypothèse à propos du maire du palais Radebert, disons, avec plusieurs hypothèses, disons, qui sont assez proches des hypothèses que l'on fait actuellement pour expliquer, disons, ce Radobertus. Là, je n'entre pas dans les détails. Disons, il y a une explication, notamment dans l'article de Ingrid Heydrich sur les maires du palais neustrien paru en 1989 dans le fameux colloque sur la Neustrie. Alors, je voudrais, disons, terminer par la question de la souscription royale monogrammatique. Et donc, on va aller plus loin. Là, je ne sais pas. Voilà. Clovis II a apposé son nom de sa main, comme dit Germont. Mais entre Clodovius et Rex est inséré un autre signe, in morem monogrammatis, donc c'est la souscription du roi que vous voyez. On la verra un peu mieux dans une autre diapositive. Germont le décrit et soutient que dans la partie supérieure du monogramme, on lit distinctement les trois lettres sig et dans la partie inférieure, le mot rex. Et donc, tout cela,
ça oblige à lire Sigebertus Rex, subscription. Or, selon Germon, Mabillon n'admettrait cette lecture qu'à titre conjecture, alors que pour lui, Germon, il est évident que c'est la seule lecture. Mais Mabillon était beaucoup plus circonspect, puisque dans la diapo suivante, quand dans la notice sur le document dans le De Re Diplomatica, au milieu, on voit au milieu du texte, on voit le si bene avec l'ego. Donc là, Mabillon est très prudent et là, il n'est pas du tout sûr de sa lecture. Ce qui amène effectivement disons, penser que Mabillon n'était pas forcément heureux de devoir ferrailler en 1704 sur cette question. Ce qui est intéressant à noter tout de même, c'est que cette souscription, cette lecture du monogramme est un point cardinal dans le débat. Parce que pour Germon, si c'est Sigebert, frère aîné de Clovis, alors toute la charte est suspecta. Parce que, disons, il n'aurait pas pu souscrire puisqu'il était déjà mort. Et donc, cette question est importante. Dans sa riposte de 1704, Mabillon reprend la question de cette énigmatique souscription, mais là encore avec un certain malaise. Et donc, si l'on reprend la diapo où Mabillon, je ne sais pas si ça doit être la diapo précédente, je ne sais pas s'il y avait des textes, encore, voilà celle-ci, effectivement, voilà, effectivement, il estime la conjecture possible, mais il est, disons là, il va encore plus loin, il parle d'une conjecture dubia et incerta. Voilà. Cela étant, il montre que Sigebert, comme on a pu le montrer, là, il met en défaut l'érudition de Germon et dit on a montré qu'il y avait la possibilité pour Sigebert de souscrire. Et il ajoute un élément, il dit il n'y aura rien d'insolence, c'est-à-dire ni d'habituel, rien d'inhabituel, à ce que les deux frères souscrivent. Et là, Mabillon sort, disons, une botte de Nevers, on pourrait dire. Il avance qu'il existe un trémissis d'or, donc une pièce d'or de Marseille, où on lit au recto Childricus Rex et au verso Clotarius Rex. Donc, tous deux étaient fils de Clovis II. Par conséquent, il était possible que deux rois, disons, soient sur le même document. Alors, l'argument est astucieux, car les situations, disons, pièces de monnaie, charte, présentent des similitudes. Mais on saurait aller tout de même vers une assimilation des deux types de sources. Alors, ce qui est très rigolo, si j'ose dire, très vulgairement, c'est que actuellement, un spécialiste comme Ildar Garibsanov, qui a beaucoup travaillé sur les signa donc, et les monogrammes au très haut Moyen-Âge, et notamment sur les signa et monogrammes sur les monnaies, a lancé l'idée, l'idée que la pièce de monnaie, avec au revers la signature personnelle du monétaire, serait comme une minuscule charte. Donc, c'est dans son article paru dans Early Medieval Europe en 2006. C'est un peu excessif, mais on voit que finalement, l'usage que Mabillon fait de cette pièce de monnaie n'est pas loin d'aller dans le même sens, c'est la même interprétation que notre Garibsanov. Alors, le problème, c'est quand même que cette pièce de monnaie a tout lieu d'être un faux, semble-t-il. Et donc, ce pauvre Mabillon, effectivement, était certes très heureux d'avoir ça, mais non, ça ne marche pas. C'était un acte, disons, c'était astucieux, c'était bien vu, mais non. Et puis, autre chose, de toute façon, la lecture de ce monogramme donnée par Mabillon en 1681, reprise par Germon en 1703, reprise par Mabillon en 1704, eh bien, tout le monde s'accorde à l'heure actuelle pour dire que ce n'est pas du tout Sigebertus. Quand je dis tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas Sigebertus, je devrais être plus prudent.
Passons au diapo suivante où l'on voit quelques monogrammes. Sébastien. Alors voilà le commentaire que j'ai vu. Et puis le suivant encore. Alors, vous voyez effectivement quelques exemples de ces souscriptions avec ce monogramme. Mais actuellement, je n'ai vu aucun chercheur, disons spécialiste, disons, reprendre cette lecture cette lecture d'un monogramme double. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, disons, nos éditeurs scientifiques s'acharnent à, disons, à démentir ou bien confirmer des interprétations qui ont été faites par leurs prédécesseurs. Mais aussi bien dans l'édition combien savante d'Atma Vezin, dans leurs travaux, dans l'édition de Kölzer, qui s'appuie tout de même beaucoup aussi sur Atma Vezin, eh bien, il n'y a pas d'évocation de cette lecture de Mabillon et de Germont, qui est complètement abandonnée parce qu'on estime que finalement, ça doit être plutôt un CLO et I et S, et disons, les lettres SIG, SIG, c'est en fait une sorte d'image mentale que l'on projette, nous, sur le monogramme, mais qui est fausse. Cela étant, je trouve ça étonnant que l'érudition contemporaine n'ait pas pris soin de ferrailler avec Germont et Mabillon et expliquer effectivement ce qui est intéressant du point de vue de l'historiographie de l'acte, disons, d'expliquer pourquoi, disons, c'était impossible. Bon, il y a de quoi faire puisqu'on peut remarquer là sur les deux images que j'ai mis que on a quelques éléments qui ressemblent, disons, du signum du roi mineur, Clovis II, au signum du roi majeur, Aurélien. Par conséquent, la lecture Sigbertus est assurément, disons, je dis assurément, je veux dire, est très probablement fausse, mais il faut quand même bien expliquer, disons, la lecture de ce monogramme, et ça, bah, on n'est pas encore tout à fait sûr. Hein. Beaucoup d'hypothèses ont été faites, et notamment par les savants que j'ai mis dans une diapositive. Je pense que c'est la diapositive précédente, je crois. Précédente, voilà. Comme il est 8h moins 10, je m'abstiendrai de faire des conclusions, mais je voudrais tout simplement dire que peut-être les choses importantes, c'est ce que nous apprend cette querelle, là, il y a beaucoup de choses. C'est, disons, peut-être qu'est-ce que c'est qu'une bonne démarche critique à l'égard des faux, et cette question, démontrer le faux ou prouver le vrai. Et je pense qu'il y a toute une logique chez Germont, et qui est combattue par Mabillon, parce que Mabillon parle de ce qu'il y a. Donc, et lui, il ne cherche pas à démontrer le faux, mais il cherche tout simplement à aller jusqu'au bout des actes, savoir, disons, épuiser tous les éléments qui pourraient faire suspicion, qui pourraient nourrir le soupçon. Pour Germont, les actes du très haut Moyen-Âge sont a priori faux, ou du moins tous très suspects par principe, en raison de leur très petit nombre, de leur provenance a priori suspecte, des chartriers privés donc sans contrôle de l'État, et de la malignité toute puissante des faussaires. Dans ces conditions, comme je l'ai dit, il s'agit de prouver que l'acte est vrai. En somme, la charge de la preuve incombe toujours à la charte, alors que pour Mabillon, qui est très pragmatique, il ne s'agit pas de prouver la véracité d'une charte, mais de démontrer qu'il n'y a absolument aucun indice de fausseté dans l'ensemble des caractères du document pris individuellement et ensemble. Individuellement et ensemble, c'est important chez Mabillon de voir que c'est toujours, disons, un système. Il faut voir l'œuvre, le document sous tous ses angles. Et il dit, finalement, on ne saurait aller plus loin que cette certitude, qui est une certitude qui n'a rien d'absolu, mais c'est la seule certitude que l'on peut avoir. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas de preuve que le document est faux. Et, disons, le pragmatisme de Mabillon est un pragmatisme optimiste.
parce que cette démarche permet de faire avancer la connaissance du passé, mais pour cela, elle est exigeante et ouverte. Et elle exige une familiarité de première main avec les pièces, une attention aux moindres détails des caractères tant externes qu'internes de l'acte sous sa main, ce que j'ai dit, et par conséquent, une solide expérience nourrie de la comparaison. Et donc, Mabillon pense aussi, à l'encontre de Germont, qu'un faussaire se trahit toujours par un détail. Donc, il n'y a pas de crime parfait pour Mabillon. Tandis que Germont estime, lui, qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il y a des faussaires indétectables. Voilà, je m'arrête là, et si on peut poser quelques questions. Je suis désolé d'avoir été aussi long et puis d'avoir été aussi maladroit avec mon PowerPoint. Voilà, merci Sébastien en tout cas de toute cette... Merci à toi, c'était absolument passionnant, avec une enquête à la fois presque policière par moment, historiographique et puis en même temps épistémologique. Non, non, c'était, je pense que... Alors, peut-être qu'il faut que j'ouvre la discussion. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Moi, il y a une question alors, qui est un peu du détail, mais qui m'est venue en t'écoutant. C'est cette question du rapport aux monnaies. Ça m'a fait penser à ce que dit Momigliano à propos justement à la fin du XVIIe siècle, où il y a toute une querelle, il me semble aussi, sur est-ce que sur le statut des vestiges antiques, et il y a une querelle justement entre les textes des historiens, enfin sur ceux qui accordent leur confiance aux historiens antiques, et puis ceux qui préfèrent se fonder sur les monnaies en fait. Et je me demandais donc si chez Germont, il n'y a pas, ce type de réflexe, voilà, que... Tout à fait, c'est-à-dire que ça fait partie des accusations qui ont été lancées contre Germont, de son pyrrhonisme, c'est-à-dire on y voyait quasiment un proche parent de Hardouin, qui voyait, lui, dans les actes des conciles du Haut Moyen-Âge, disons, la trace de refonte occasionnée par, disons, le souci d'hérésie. Et par conséquent, il est vrai que chez l'un comme l'autre, disons, les monnaies semblent être les artefacts, disons, sûrs. Et chez Germont, ça va très loin, puisque finalement, là, quand il parle de l'écriture mérovingienne, il évoque les monnaies. Voilà. Donc, Oui, tu mais as tout alors, à fait raison, à la fin du XVIIe siècle, disons, mais il y a aussi des faussaires. oui. Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est cette accusation de pyrrhonisme, parce que sur l'Antiquité, c'est à front renversé, c'est-à-dire que c'est l'utilisation des monnaies qui sert à lutter contre les pyrrhonistes qui remettent tout en cause, en fait. Si je me souviens bien de ce que dit Mobigliano. Hein. Donc, Oui, mais si tu veux, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment un jeu à deux, pyrrhonistes contre ah anti-pyrrhonistes, non, 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 ou c'est est-ce que c'est simplement un jeu à trois, pyrrhonistes, partisans des vestiges numismatiques, et puis les partisans des textes écrits. De toute façon, pour l'Antiquité, la question ne se pose pas, il n'y a pas d'acte. Donc, voilà. Je me demande si en fait ça complexifie pas un peu le paysage mais intellectuel. c'est beaucoup plus complexe. Et quand tu regardes le livre de Dorna récent, enfin, disons, Ouais, qui fait une analyse qui est très bonne, il dit on ne peut pas accuser, enfin, disons, Germont d'être un pyrrhoniste. ouais, ouais. Et par conséquent, disons, le Giusto Fontanini, qui a lancé cette accusation, c'est une accusation assez polémique également. Ouais, Hein. ouais. S'il y a un pyrrhonisme, c'est un pyrrhonisme très relatif quand même, pour la bonne raison aussi que finalement, Germont admet qu'à partir du moment où on a des archives nombreuses, eh bien, on a des capacités Ouais. disons, distinguer le vrai et le Il faux. faut. Alors, pour lui, c'est pour l'âge capétien, disons, là, on est sur un terrain sûr. Pour l'époque mérovingienne, il l'est beaucoup moins. Voilà. Et puis pour l'époque mérovingienne, non, c'est la cible. Disons, il y a les mérovingiens, c'est Saint-Denis, c'est les Ouais. faussaires, c'est la prolifération d'actes tout d'une société douteux. Par conséquent, Germont n'en démord pas. Il est même très, très pitbull, je dirais, dans sa remarque. Voilà. Et puis surtout, enfin, je veux dire, il y a ce côté oratoire
disons, qui a dû fâcher un petit peu Mabillon, qui lui aussi, certes, a une rhétorique, mais qui n'est pas emphatique comme celle de Germain. Voilà. Mais tu as tout à fait raison, effectivement, la question des monnaies, ça sera certainement à creuser. Mais je pense que Mabillon était heureux de pouvoir, disons, replacer cette question de la monnaie parce que c'était un terrain, disons, que pouvait admettre, disons, son compétiteur, son adversaire. Et le historico-moré, parce que là, ça sonne un peu dénonciation justement de l'histoire de type littéraire, cicéronienne. Je ne sais pas trop exactement ce qu'il y a derrière. Ça me... Mais Mabillon a une idée assez juste, effectivement, disons, de l'autonomie des sources historiographiques, c'est-à-dire qui n'ont pas les mêmes mobiles, qui n'ont pas une causa scribendi identique. Par conséquent, lui pense, je crois, que les sources historiographiques ont leur mode, disons, d'être, qui est très différent de celle des sources diplomatiques. Ouais, mais je me demande s'il n'y a pas là un écho quand même, peut-être que je surinterprète, hein, mais un écho des débats du XVIe et du premier XVIIe siècle, où des gens justement comme Dutillet, puis ensuite Pasquier, Duchesne, ont eu à lutter en fait pour imposer cette idée que l'histoire devait s'écrire avec des archives et pas uniquement de façon historiographique et littéraire, quoi. Oui, là je suis tout à fait d'accord avec toi et avec, disons, le primat d'une histoire locale sur une histoire nationale. Oui. Il y a cela aussi. Oui. Et c'est ce qui pousse Mabillon aussi à toujours, disons, essayer de prendre des exemples un peu partout, non pas pour unifier les exemples, mais pour voir la diversité. Très sensible à la diversité et la disparité des exemples. C'est très net chez Mabillon, ce qui impose également une culture, disons, une expérience archivistique, disons, très lourde, que n'a pas du tout son compétiteur, comme pour rester à Germain. Alors, d'autres questions, interventions? Il est tard, j'étais trop long. Je me repens, je me mets des cendres sur la tête. Et sur la réception du Dere Diplomatica, Leibniz, par exemple, a réagi, il en dit quelque chose ou pas parce que lui aussi a été impliqué dans des Bella Diplomatica. Tout à fait, et il y a eu un échange avec Mabillon. Oui, il me semble. Hein. Donc, il y a une grande estime, effectivement. Ouais, c'est-à-dire que Leibniz a fait un petit traité à propos du privilège, enfin, du diplôme de Lindau aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Très Leibnizien, puisque lui s'intéresse effectivement aux catégories de la vérité. Et donc, il y a la vérité relative, la vérité absolue, effectivement. Et donc, il y a aussi les éléments qui permettent de dire que l'acte est probablement faux et ceux qui nous permettent de dire qu'il est sûrement faux. Effectivement. Donc, non. Mais c'est court et je crois que ça n'intéresse. Enfin, il a été sollicité. Il a été sollicité, il a répondu à la sollicitation, il l'a fait avec, disons, ses armes et, je dirais, ses capacités et sa science, mais, disons, il n'a pas été, il ne s'est pas intéressé, c'est pas à son initiative qu'il a fait ce traité, ce court traité. Bon. Et parce que ce que tu dis, ce qui est très troublant dans ce que tu dis à la fin sur le pragmatisme de Mabillon, c'est que ça renvoie à des débats très postérieurs en épistémologie des sciences, quoi. Enfin, cette idée, on essaye d'approcher la vérité, mais on n'est jamais trop sûr que ça soit vrai, mais comme de toute façon on fait avancer les connaissances, bah voilà. Et je ne sais pas, c'est des idées qui traînent au XVIIe siècle dans la science. Je n'ai pas l'impression, mais je ne connais pas très bien. Donc,
ça a des échos, ça peut venir d'où cette espèce de... Ou alors c'est une espèce de pragmatisme de bon sens, je sais pas. Tu as une idée d'où ça peut lui venir, cette espèce d'idée Parce qu'on s'attendrait, bon, il est quand même un moine, donc la vérité... Oui, mais ça, c'est ce que l'on a dit, c'est effectivement dans l'article que Paul Bertrand a consacré à la diplomatique. J'ai l'impression que Mabillon est plus malin un petit peu que nous d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est plus malin, mais je veux dire, il sait très bien que la vérité concernant la certitude qu'on peut avoir à l'égard d'une charte, c'est pas une certitude de foi. Donc, il n'est pas sur le même plan. Et je veux dire, on ne peut pas forcément mettre Mabillon, enfin, disons, le mettre dans un canal, disons, où il n'y aurait qu'une seule vérité de foi. La question se poserait pour tous les historiens catholiques aujourd'hui. Je veux dire, donc, je veux dire, d'une certaine manière aussi, où tous les historiens, disons, qui sont religieux. Par conséquent, je pense que chez Mabillon, disons, c'est une façon, et ce qu'il veut surtout, c'est protéger l'ordre entier d'accusations reposant sur, disons, une généralisation qui amènerait à penser que tous sont faussaires, que quand il y a un faux, il y en a plusieurs. Quand il y a plusieurs, c'est tout le monde qui est faux. Et c'est assez clair quand on lit Mabillon. Et il faut lire d'une certaine manière, non pas par extrait, mais lire, même si c'est souvent assez fastidieux, parce que son latin est un latin très riche, effectivement, mais parfois étonnant. Enfin, ça, c'est un autre aspect des choses. Et je crois qu'on le voit bien. Il y a un souci constant de faire apparaître les moines comme étant des hommes comme les autres, dans lesquels, comme il le dit à un certain moment, je ne sais plus où, mais il dit finalement ce sont des hommes aussi, et donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de faussaire. Voilà. Donc je veux dire, sa défense est une défense, disons, pragmatique, je veux dire, mais exigeant. Je trouve. Ce sont les deux, hein, je veux dire. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est quand même quand il dit que on ne peut pas s'arrêter à un indice contre un acte, il faut faire le tour de tous les indices. Effectivement, chez lui, par exemple, quand il traite des anomalies chronologiques, il dit attention, enfin, je veux dire, ce ne sont pas des indices dirimants. Or, comme j'ai suggéré, disons, les anomalies chronologiques sont souvent considérées comme disons, des anomalies qui amènent un soupçon, mais un soupçon fort. Alors, bon, disons, il modère cela. Et pourquoi est-ce qu'il modère cela? Parce qu'il considère l'ensemble des indices possibles. Ce qui est important, c'est l'écriture aussi. Alors, cela étant, comme j'ai remarqué, disons, il a beaucoup aussi de présupposés, ou du moins il a des interprétations qui ne sont pas valables. Et puis, ces silences qui m'ont un peu gêné. Alors ça, ouais. Mais moi, voilà, sur le dossier sur lequel je travaille, je suis très troublé aussi par les silences de Mabillon. Oui, mais moi, je trouve qu'il est très prudent et il ne veut pas donner d'armes à son adversaire. Ouais, sauf que là, bon, c'est pas un dossier polémique et c'est assez étonnant quand même. Hein. Il publie une version du diplôme à partir d'Estienno, il y en a une autre, il renvoie plus tard à l'autre version et il dit pas qu'il a publié la première, qui est pas la même. Alors que Estienno, lui, avait bien vu qu'il y avait un problème. Alors moi, je suis toujours aussi... Donc j'ai l'impression que Mabillon, pour l'instant, j'ai l'impression que Mabillon, en fait, quand il y a un problème et qu'il ne sait pas le résoudre, il met sous le tapis. Ça, c'est fort possible. Et moi, je pense que ce qu'il fait, je suis très troublé, non, je ne défends pas Mabillon, parce que mais je suis très troublé par son attitude à l'égard des actes, disons, qui se trouvaient masqués.
les actes carolingiens, il les connaît, il en a débusqué beaucoup. Ce qui l'intéresse, ce sont ces actes-là, c'est-à-dire développer le vivier d'instruments qui permettent des comparaisons. Et donc, là, ça, c'est patent. Et par conséquent, il y a dans ce qu'il découvre des choses qui lui semblent bonnes, d'autres se suspectent. Ce qui est suspect ne semble pas l'intéresser beaucoup. Ouais. Il y a peut-être un peu de ça. Alors, ce qu'il faudrait voir aussi, c'est la connaissance qu'il a directe ou non des matériaux. Ça, c'est un point un petit peu obscur. Certes, il a beaucoup voyagé, certes, on lui a fourni beaucoup de matériaux, mais je ne suis pas sûr qu'on lui ait fourni tous les éléments lui permettant d'avoir vraiment une vision lucide, disons, sur tel ou tel document. Je sais pas. Et sur ce que tu as dit sur les actes refaits, c'est quelque chose que tu as lu chez des collègues ou c'est quelque chose que tu as travaillé, que tu vas publier, que tu as publié Non, c'est quelque chose que j'ai découvert en relisant Mabillon, effectivement, parce que et en séminaire, chez Sébastien, l'autre Sébastien, il s'en souvient peut-être, et effectivement, c'est-à-dire quand vous lisez le manuel de diplomatique de Giry, les actes réécrits ne sont pas mis dans les actes faux, plutôt dans le grand chapitre sur les actes faux, il y a les actes réécrits et les actes faux. Autrement dit, ils sont faux sans l'être vraiment. Et c'est tout le problème de l'intention, donc qui est important, de l'intention de nuire, effectivement. Et donc, un acte réécrit est formellement faux, comme on dira dans la diplomatique du 19e siècle, notamment, ce sont des faux formels. Mais du point de vue, disons, ça gêne beaucoup Mabillon, peut-être, de considérer que ce puisse être des faux. Parce que pour lui, il y a l'intention majeure. Et cette conception du faux est tout à fait logique et elle a des traces, disons, dans les siècles qui suivent. Bon. Et même encore aujourd'hui, hein, je veux dire, quand vous regardez les manuels de diplomatique, on voit ça. Et toutes les discussions qui m'intéressent aussi, sur, disons, la conception du faux et la conception du vrai est-elle différente au Moyen-Âge, effectivement, eh ben, disons, un des éléments du débat, c'est celui portant sur aussi les actes refaits. C'est une façon d'exonérer des faussaires de la volonté de nuire. Et donc, ça correspond aussi à ce problème qui avait été levé par Fourman, etc., et puis ensuite par les autres, c'est-à-dire la pia fraus, effectivement. Donc, un acte refait, disons, c'est un acte qui est faux matériellement et mais dans la substance serait bonne. Mais comment mesurer ça? Et donc, je me suis demandé donc si certains actes qui pour nous sont faux, pour Mabillon, n'étaient pas d'un statut suffisamment douteux pour qu'il les écarte et, comme tu dis, pour qu'il les mette sur le tapis quand ça le gêne. Et ça le gêne parce qu'intellectuellement, ça le gêne. Je sais pas, c'est une idée. Mais disons, je ne connais pas suffisamment Mabillon pour pouvoir avoir un jugement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Non, je crois que la fin tenaille. Tout le monde a faim? Bon. Alors, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Avant, je rappelle qu'on se retrouve le 5 mai pour l'intervention de Haute-Morvan, qui sera consacrée aux divergences entre sources médiévales et traditions, donc avec la question de la sépulture du cardinal Raniero Capocci dans les chroniques d'époque moderne. Voilà. Écoutez, en attendant, bonne soirée, bon appétit, portez-vous bien et à bientôt. Très bien. Merci à tous et excusez-moi encore ma maladresse. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.